Salut à tous. Aujourd'hui une petite vidéo spéciale sur les joueurs en prêt de l'AS Monaco. On a 17 joueurs qui sont prêtés cette saison. Et du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une petite vidéo assez rapide sur ces joueurs, parler un petit peu d'eux, un peu plus en profondeur que ce que je peux donner comme information chaque semaine sur mes petits tableaux récap. Pour ceux qui ne le savent pas, sur mon compte Twitter et même sur Facebook, je donne toutes les semaines le récap hebdomadaire de tous les joueurs qui ont été en prêt, quelles ont été leurs performances sur la semaine. Malheureusement, ça reste que des statistiques et j'avais envie d'aller au-delà, parler de ces joueurs et dire du coup pourquoi des fois ils jouent, pourquoi ils ne jouent pas, à quel poste ils peuvent évoluer, savoir du coup si leur prêt est intéressant pour l'AS Monaco pour les prochaines saisons. Pour cela, je suis allé à la rencontre de supporters de ces clubs parce que je ne regarde pas tous les matchs de joueurs prêtés, j'en regarde même quasiment aucun. Donc du coup, je suis allé directement à la source, voir les personnes qui regardent les matchs, savoir quelles étaient leurs impressions, avoir un peu plus d'informations sur ces joueurs-là. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas eu des retours sur l'ensemble des joueurs, mais au moins les trois quarts, donc ça permettra d'avoir pas mal d'informations à mon avis. L'idée, bien sûr, de passer seulement 1 ou 2 minutes sur chaque joueur, il y en a quand même 17, donc si on commence à passer un quart d'heure par joueur, cette vidéo va être très très longue, et puis ce sera pas forcément très intéressant. Donc voilà, rassurez-vous, ça va aller assez vite sur chaque joueur. Avant de commencer sur le premier joueur, où la présentation que je vous fais va être identique sur chacun des joueurs. On va retrouver la même infographie, à savoir rapidement toutes les statistiques de cette saison de chaque joueur, à savoir les matchs, les buts, les passifs qu'il a pu faire. Un petit terrain sur le côté où on voit ses titularisations, savoir à quel poste il a été titularisé, pour voir où est-ce il a évolué cette saison, savoir si le joueur est polyvalent ou s'il a été joué à des postes qui ne sont pas les siens. Ensuite, en haut à gauche, ce sont le nombre d'entrées en jeu. À droite en rouge, c'est le nombre d'absences, avec le petit détail, savoir si c'est des blessures ou le joueur est complètement hors groupe, par exemple. Voilà. Et au-dessus, un petit pourcentage, le taux de présence, pour savoir le taux de participation du joueur avec le club. Par exemple, si le joueur a joué 2000 minutes et que le joueur en a joué 1000, il a 50% de taux de participation. À savoir qu'un titulaire tourne vers les 60-65%. 100%, c'est uniquement pour un gardien de but qui joue tous les matchs. Maintenant qu'il y a 5 changements euh, par match, forcément, c'est très rare les joueurs qui enchaînent 90 minutes à tous les matchs. Voilà, pour commencer, on va partir déjà sur Aoulou, le joueur strasbourgeois arrivé à l'AS Monaco pour 14 millions. Joueur qui a eu du mal à s'imposer à l'AS Monaco et qui du coup allait chercher du temps de jeu déjà la saison dernière en prêt. Il était prêté à Saint-Etienne pour un prêt qui n'a pas été très concluant, le joueur n'était pas titulaire, faible temps de jeu, pas très bon non plus au niveau statistique, pas forcément des bons retours de la part des Stéphanois, et du coup le prêt a fini par un retour à l'AS Monaco. Et du coup, cette saison, c'était rebelote. Le joueur est très loin dans la hiérarchie des joueurs. Et donc, forcément, pour avoir du temps de jeu, il allait en chercher ailleurs en Ligue 1. Et du coup, c'est à Strasbourg, le club dans lequel il était originaire, qu'il allait trouver du temps de jeu. Et bonne idée en tout cas parce que du coup cette saison il est titulaire, il est même plutôt titulaire indiscutable au poste de milieu de terrain dans un milieu à deux dans lequel il joue un rôle beaucoup plus défensif. Quasiment là tous les matchs. Alors un match il est absent. D'ailleurs ce centre, c'est le retour que j'ai pu avoir de Guillaume Vague, qui est journaliste à qui j'ai posé des questions sur ce joueur, qui me disait que du coup les rares matchs où Alou n'est pas là, ça se sent, sa présence manque au milieu de terrain. Ce qui m'a fait assez rire quand on voit le match de Strasbourg contre Monaco. Justement, Alou n'est pas là, et ça s'est pas trop senti qu'il manquait un joueur au milieu de terrain vu le match qu'on a réalisé. En tout cas, voilà, c'est son sentiment sur les matchs où il n'est pas présent. Quand il est présent, c'est un joueur qui de très bons matchs, des matchs beaucoup moins bien, vraiment du mal à être constant, voilà, des hauts, des bas. Sur un joueur qu'on connaît assez bien, parce qu'on a quand même vu jouer quelques matchs à l'AS Monaco. En tout cas, un joueur, ça fait plaisir parce qu'il fait une saison complète, et ça, c'est bon signe pour la suite, pour qu'on puisse le vendre tout simplement, parce que pour moi, il n'aura pas sa place à l'AS Monaco l'année prochaine. On reste d'un joueur qui est très loin du niveau de Chouameni et de Fofana. Quand on voit qu'un Fiorentino a du mal à trouver une place dans le groupe vis-à-vis d'un Matazo qui est en train de monter, Aoulou aura encore plus de mal du coup à avoir sa place l'année prochaine. Donc pour moi, la solution sera de le vendre et justement de profiter qu'il ait eu une saison pleine, qu'il ait pu se montrer, faire voir de belles choses quand même avec Strasbourg pour pouvoir le revendre. Par contre, on le sait bien, 14 millions à l'achat, on ne le revendra pas à ce prix-là. Apparemment, Strasbourg serait plus ou moins intéressé quand même pour pouvoir continuer l'aventure avec lui. Mais c'est clairement, on va se prendre une carotte dans l'histoire parce qu'on le revendra plus vers les 7-8 millions à mon avis. Ça m'étonnerait qu'on monte bien plus haut sur lui. Voilà. À noter, du coup, cette saison, il a marqué quand même 2 buts contre Lyon et contre Brest.
Deuxième joueur en prêt cette saison, du coup cette fois-ci c'est le gardien de but Loïc Badiachil, qui a enchaîné plusieurs prêts suite au titre de 2016-2017. D'abord au Cercle de Bruges, on pensait que ça lui serait bénéfique, où il pourrait gagner du temps de jeu pour en revenir en force à l'AS Monaco. Malheureusement, ça a très mal tourné pour lui. Une équipe qui était absolument pas prête, un début de saison catastrophique, où la défense il laissait beaucoup trop d'opportunités à l'adversaire, il a été mis à rude épreuve. Certes, beaucoup d'arrêts, malheureusement beaucoup de buts aussi encaissés pour lui. Et au bout d'une dizaine de matchs, ça a tourné court. L'entraîneur a fait le choix de choisir un autre gardien que lui. Et forcément, du coup, il a rompu le prêt. Il est parti après, du coup, sur un second club à Rennes de mémoire, avant d'enchaîner un prêt à Amiens la saison d'après. De près où du coup il a été que doublure, il n'a eu aucun temps de jeu, donc il était temps pour lui de trouver du temps de jeu, puisqu'à l'AS Monaco entre temps, Benjamin Lecomte avait signé, Madjeki aussi, donc forcément aucune opportunité à part de jouer de la CFA avec l'AS Monaco, donc du coup il a choisi d'être prêté du coup en Espagne, même si c'est dans le troisième division d'Espagne où il est prêté. Un choix qui a été effectué parce qu'il a eu un très bon discours du coach qui lui faisait confiance et qui lui promettait du coup une place de titulaire, ce qu'il avait besoin pour retrouver du temps de jeu. Vous en doutez, ça fait partie des joueurs sur lesquels j'ai pas eu de retour. Forcément, en troisième division espagnole, c'était très compliqué de trouver quelqu'un qui puisse m'en parler. J'ai quand même la chance d'avoir pu discuter directement avec Loïc en début de saison, parce que j'avoue que j'avais un peu critiqué son choix de partir en Espagne plutôt que de trouver du temps de jeu en France directement dans un club national ou de Ligue 2, parce que personnellement j'attendais un retour de ce joueur qui puisse revenir à l'AS Monaco. Alors, du coup, c'est ça qui était revenu vers moi en me demandant pourquoi je critiquais son choix. J'ai pu un peu échanger avec lui. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça reste du privé. Quoi qu'il en soit, il est très content de son prêt. Il a pu retrouver du temps de jeu, il a retrouvé des sensations de gardien, donc voilà, il est très content. On connaît de façon ses qualités, c'est un gardien qu'on a vu jouer quelques fois à l'AS Monaco et même au Beau Cercle de Bruges, un gardien très bon dans le domaine aérien avec de très bons réflexes, mais qui reste encore jeune, qui a besoin encore d'apprendre. On sait très bien que les gardiens arrivent à maturité beaucoup plus tard que les autres joueurs qui évoluent. Donc forcément, il lui faut du temps et surtout du temps de jeu, ce qu'il a allé chercher en Espagne. Donc une saison où du coup assez compliqué au début, on peut voir 28 buts encaissés en 18 matchs, ça fait 1,6 buts par match, c'est pas mal. Mais ces derniers temps, ça va beaucoup mieux. Il a enchaîné les bons résultats. 4 clean sheets, dont 2 sur les 6 derniers matchs, où il a encaissé que 5 buts. Son club reste quand même 7ème sur 10 dans le championnat, sachant que les 4 derniers jouent les barrages pour éviter la relégation. Ensuite, on peut enchaîner avec Keita Baldé, qui est parti retrouver l'Italie, lui qui avait déjà été prêté à l'Inter il y a déjà 2 saisons de ça. Après, qui n'avait pas été très concluant, où il avait joué à peine 1000 minutes pour 5 buts et 2 passes décisives. On retrouve du coup quasiment les mêmes stats à l'heure actuelle. La saison n'est pas finie, donc on peut espérer qu'il puisse les améliorer. La grosse différence, là, il a eu une blessure assez longue qui l'a empêché de jouer pendant 7 matchs, ce qui est quand même pas mal. Qui ampute bien sa saison, on peut le voir que le reste du temps, sinon, il est toujours présent. Il est un joueur qui est titulaire. Certes, un temps de jeu assez faible, puisqu'il joue en moyenne que 53 minutes. Donc, très souvent, il est remplacé en cours de match. Mais sinon, voilà, il a beaucoup de temps de jeu. Il est très apprécié. J'ai pu discuter du coup avec le responsable de Sampdoria France, qui me disait que c'est un joueur qui était très compatible avec le style de jeu de la Sampdoria. Un joueur qui est très, très bon accélérateur de situation, très très bon sur les contre-attaques, c'est le jeu que joue la Sampdoria. Donc un joueur qui plaît, même si statistiquement c'est pas non plus extraordinaire, mais ça reste dans sa moyenne, parce qu'il a une action toutes les 150 minutes, c'est à peu près ce qu'on retrouvait avec l'AS Monaco aussi. Un joueur qui a eu beaucoup de stats avec Monaco, avec pourtant un faible temps de jeu. On peut noter du coup qu'il joue essentiellement en tant qu'attaquant de pointe, ce qui n'était pas le cas à Monaco. Il jouait plutôt sur les côtés. On sait qu'il est plutôt polyvalent en attaque, qu'il peut jouer à plusieurs endroits. Là, c'est plus en attaque centrale qu'il évolue. Quand j'ai posé la question sur son option d'achat, c'est possible. En tout cas, la Sampdoria ne serait pas contre a priori le recruter. Il y a une bonne probabilité qu'il puisse avoir son option d'achat levée. Je pense en tout cas que l'aventure monégasque va s'arrêter là pour lui et que ça fait plusieurs fois qu'il se met en avant en Italie, là où il venait, parce qu'on l'a recruté depuis la Lazio. Donc, à mon avis, de fortes chances que soit l'option d'achat soit levée, soit qu'un autre club italien se mette dessus et qu'on le vende. Après, clairement, là aussi, comme pour Aoulou, je pense qu'on sera très loin du montant d'achat qui était de 25 millions d'euros de mémoire. On sera forcément en dessous. Ensuite, nous en revient à un autre joueur qui est actuellement en Italie et lui aussi avait déjà été prêteur en Italie.
Il a été prêté dans une première saison déjà à Newcastle, après complètement nul, on peut le dire, avec un seul match joué, très, très peu de présence sur le terrain, en tout cas souvent sur le banc. Il avait enchaîné un très bon prêt au Girona l'année dernière avec 19 matchs joués. Et donc du coup on pouvait s'attendre à un peu plus de matchs joués cette saison avec la Fiorentina. Et pourtant voilà, c'est que 4 matchs, donc seulement 2 comme vous pouvez le voir titulaires. Donc vraiment un très très faible temps de jeu. Pour poser la question du coup au fan club français là aussi de la Fiorentina, il me disait bah du coup c'est Baragli qui prend absolument tout le temps de jeu à son poste, donc du coup il a vraiment que des miettes de match, donc du coup même avoir un retour sur son jeu a été assez compliqué forcément avec seulement 160 minutes de temps de jeu, c'est assez court pour un peu évaluer le joueur. Il m'a décrit un joueur qui était plutôt moyen, mais voilà, qui lâchait rien, qui le peu de temps de jeu qu'il avait, bah, il donnait tout ce qu'il avait. En tout cas, pour essayer d'en avoir un peu plus, je suppose, un bon guerrier sur le terrain. Après, clairement, l'option d'achat qu'il a ne sera clairement pas levée, parce que le joueur ne satisfait pas, la preuve, hein, qu'il a très très peu de temps de jeu. Donc ça va être un retour à l'AS Monaco, où là aussi, pour moi, il va être complètement bloqué par la montée en puissance d'Enrique. Et que même si un Ballo Touré peut venir à partir, on a d'autres joueurs derrière qui poussent. Et que c'est d'ailleurs de façon un poste où on a énormément de joueurs prêtés. On doit être à 5 joueurs prêtés qui peuvent jouer à ce poste de latéral gauche. Donc clairement, il est très loin lui aussi dans la hiérarchie. Donc on peut s'attendre à une vente, ça va être compliqué vu qu'il n'a pas été mis en avant cette saison. Ça va être dur de trouver un club qui va être acquéreur. Donc ça sent à nouveau le prêt pour lui. Premier des joueurs prêtés au Cercle de Bruges et pas l'un des moindres, du coup Biancone, joueur sur lequel beaucoup de supporters monégasques mettent de grands espoirs. Et du coup qui est très apprécié aussi du côté de Bruges. Biancone a mis du temps avant d'être prêté à Bruges, vraiment à toute fin du mercato de cet été, parce que tout simplement le club cherchait à vendre Djibril Sidibé et Biancone devait être la doublure d'Aguilar. Voyant que du coup Sidibé n'avait pas preneur et allait rester, du coup il a été choisi de prêter Biancone, et heureusement, parce que de toute façon, pour moi ce jeune joueur doit avoir du temps de jeu pour évoluer. Il allait en trouver du coup à Bruges pour une deuxième saison près. Il avait déjà été prêté une première saison qui était très prometteuse. Un joueur qui est très apprécié là-bas, un joueur qui aime beaucoup en plus, était très content de pouvoir rejoindre Bruges. Et du coup il enchaîne une deuxième saison où il est là aussi titulaire, très rarement non appelé, en tout cas très rarement sur le banc aussi. Une très très bonne saison dans sa continuité de sa première saison. Là aussi j'ai pu discuter avec le responsable du Cercle FR, du Cercle Bruges France en tout cas, qui m'a un peu parlé des joueurs qui étaient prêtés. C'est un joueur voilà, qui est vraiment dans sa lignée, un joueur très bon défensif en tout cas. On n'est pas sur le cas d'un latéral offensif comme peuvent l'être les latéraux qu'on a à l'heure actuelle à l'AS Monaco. Un joueur beaucoup plus défensif qui a encore pas mal de choses à apprendre justement sur le côté offensif, notamment sur les centres, où il a pas mal de boulot à apprendre. Voilà, un joueur qui est très combattant, qui moule lui aussi énormément le maillot. Pour lui, c'est un joueur qui a énormément de potentiel, qui a encore progressé par rapport à la saison dernière. Donc voilà, de très très bons retours. Pour l'avenir, pour moi, c'est un joueur qui a clairement sa place l'année prochaine à l'AS Monaco comme doubleur d'Aguilar. Je pense que l'aventure 6B va s'arrêter là. Ça fait un moment qu'il est au club depuis 2016. Ça commence à faire pas mal de saisons. Il va vouloir sûrement un nouveau challenge. Et du coup, ça laisse l'opportunité à Biancone de pouvoir jouer, d'être la doublure d'Aguilar, ou même dans une défense à 3, d'avoir ce rôle que Sidibé a, d'être un défenseur sur le côté, vu qu'on est sur le cadre d'un latéral défensif. À noter bien sûr qu'il est polyvalent, parce qu'il a joué cette saison à droite et à gauche. Il a d'ailleurs joué son match à l'AS Monaco aussi à gauche. Voilà, donc pour moi, un très très bon joueur, et au cas j'ai hâte de le revoir, parce que c'est vrai que ça fait partie des jeunes joueurs de l'AS Monaco qui ont du potentiel et qu'on aimerait voir évoluer au club l'année prochaine. Autre jeune joueur qui est aussi pas mal de talent, sur lequel on attendait beaucoup, et ça fait quelques saisons malheureusement où c'est plus ou moins décevant, Adrien Bongiovanni, après plusieurs prêts, 2 prêts au Cercle de Bruges, a été prêté ensuite après une demi-saison à Béziers en national, où les prêts à chaque fois n'ont pas été très concluants. Malheureusement, souvent barré par des blessures. Le jeune joueur belge, du coup, cette fois-ci, a essayé de rebondir du côté du Pays-Bas, un peu à l'image de ce qui avait été fait avec Antonucci, qui est allé lui aussi en championnat des moins de 21 ans, qui avait vraiment eu une super saison, et d'ailleurs il a été vendu suite à ça au club qui... Non, il était vendu du coup... Je dis une bêtise, pas tellement, il était reprêté par le club qui l'a acheté. Voilà, Adrien Bongiovanni aurait sûrement voulu avoir la même trajectoire, malheureusement ça n'a pas été le cas. Dû à une blessure, là aussi, du coup il a été déjà mis de côté à cause du Covid
pendant pas mal de matchs, et du coup après il est revenu et blessure à l'épaule qui l'a aussi contraint du coup à ne pas jouer. De toute façon, à l'heure actuelle, il est toujours blessé. Alors j'espère du coup qu'il pourra revenir vite jouer, parce que du coup à chaque fois qu'il a été disponible, comme vous pouvez le voir, le joueur a été régulièrement un titulaire, un joueur qui est plutôt bien apprécié en plus. Certes, les statistiques sont assez faibles, mais il faut savoir que ce n'est plus le joueur comme quand il était jeune, qui était un ailier qui jouait très très haut sur le terrain. Là, on est sur le cas d'un milieu de terrain qui est beaucoup plus proche d'un Diop ou d'un Golovin, qui joue plus bas sur le terrain, plus sur la construction du jeu, donc beaucoup moins proche de la cage et pour avoir des statistiques hautes. Concernant son avenir, là aussi, bah, forcément, son prêt n'est pas très concluant du fait de ses blessures. C'est un jeune joueur sur lequel on a misé, qui tarde vraiment à se développer, il commence à prendre de l'âge à force des saisons qui s'enchaînent et où malheureusement bah, il est barré par des blessures régulièrement, avec des temps de jeu qui restent assez faibles à chaque fois. Peu de chance, à mon avis, qu'il reste encore. De toute façon, il n'y a pas d'option d'achat, donc il va revenir à l'AS Monaco et ça sent encore à nouveau la nouvelle saison de prêt pour lui vers un autre club. Voilà. Euh, Gilles Dias, donc Monsieur Prêt, à savoir que c'est son 7e prêt, monsieur qui voyage dans toute l'Europe, qui fait une très très bonne saison, il faut le dire. C'est un joueur qui a énormément de temps de jeu, fait partie des joueurs prêtés qui a le plus de temps de jeu, un joueur qui a même le 2e temps de jeu dans son club, qui est vraiment très très utilisé. S'il est un titulaire indiscutable, en tout cas, c'est pas sa place qui est indiscutable, parce que vous pouvez le voir sur le terrain, il a joué de partout. C'est un vrai couteau suisse. Ça a déjà été le cas, en tout cas, déjà à l'AS Monaco la saison dernière, où il avait joué les 6 premiers mois sous Jardim, où il avait été utilisé à beaucoup de postes, principalement quand même en tant que latéral gauche. Ça a été encore le cas cette saison. Il joue un peu de partout. Avec plus ou moins de réussite, des statistiques assez basses, mais forcément, il joue beaucoup plus bas qu'à ses débuts, où il était vraiment un pur ailier. Maintenant, il est beaucoup plus bas sur le terrain, donc là aussi, plus compliqué d'aller chercher des statistiques. J'ai pu parler avec Amaury Goncalves, qui est un spécialiste du football portugais, donc il m'a fait un petit peu un retour sur les joueurs prêtés au Portugal. Euh, il m'a dit voilà, son prêt n'est pas forcément concluant, il n'est pas rien d'extraordinaire. Il doit surtout sa titularisation au fait que l'équipe est très jeune et qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe et qui fait office de joueurs très matures avec beaucoup d'expérience. Mine de rien, avec tous ses prêts dans énormément de pays, ça lui a permis d'avoir pas mal d'expérience. La preuve d'ailleurs, il a même été capitaine déjà à 2 reprises dans cette équipe. Que dire maintenant de son prêt? Ça reste un joueur qui est bon, mais sans être excellent à plusieurs postes. Pas énormément de défauts, pas énormément de grosses qualités non plus. Plutôt voilà, un joueur moyen qui permet d'être polyvalent, de pouvoir évoluer à plusieurs postes. Malheureusement, c'est pas un joueur qui va, à mon avis, être utile à l'AS Monaco par l'avenir. Donc, personnellement, ça c'est encore un nouveau prêt, parce que clairement, il n'y a pas d'option d'achat, mais de toute façon, le club portugais n'aurait pas les moyens de le recruter parce que ça reste des finances très très faibles. Donc forcément, ça va être un retour à l'AS Monaco pour un énième prêt, encore une fois. Malheureusement, après, il s'est mis en évidence cette saison en étant quand même avec un gros temps de jeu, en espérant du coup qu'il a été ciblé par des recruteurs portugais qui puissent du coup un peu évoluer et voir autre chose que des prêts et changer de club à chaque année, ce serait bien. Et puis, je pense que l'histoire avec l'AS Monaco doit s'arrêter là. Ça fait un peu trop longtemps maintenant qu'il est sous le maillot de l'AS Monaco sans y jouer quasiment, parce que bon, il a que 17 matchs avec l'AS Monaco. Autre joueur qui est très. Pardon. Autre joueur qui est très polyvalent dans le même registre, mais à une gamme largement au-dessus. Benjamin Rich, donc, qui a été prêté cette saison à Leipzig. Joueur du coup qui est pas mal utilisé quand même par le club allemand, qui fait une énorme saison, un 2e de Bundesliga, qui vient juste d'être éliminé seulement de la Ligue des Champions par Liverpool. Euh, Benjamin a été énormément utilisé en tant que remplaçant, comme on peut le voir 10 fois il rentre en jeu. C'est un joueur qui est là aussi très polyvalent, on peut le voir sur ses 4 titulations, ses 4 postes différents. Si je vous rajoutais ces postes quand il rentre en jeu, c'est pareil, c'est à nouveau, on en retrouve des nouveaux, latéral gauche ou milieu gauche. Il est utilisé à tous les postes, du temps où il est disponible, parce que voilà, comme vous pouvez le voir, 17 matchs absents pour blessure, très grosse blessure, il vient seulement de revenir. Et donc il recommence à jouer quelques bouts de match. Il est fortement utilisé dans une équipe qui compte très très bien. Donc voilà, très bonne saison. Là aussi, malheureusement, malgré plusieurs relances, j'ai pas réussi à avoir un retour de la part de la personne qui s'occupe du compte Twitter de Leipzig France. C'est un peu dommage, que j'aurais un peu aimé avoir son retour, parce que moi, de ce que j'avais vu sur cet hiver,
Le club allemand souhaitait lever l'option d'achat, qui est de mémoire de 13 millions, parce que du coup c'était un transfert à un prêt d'un million plus 13 millions en option d'achat. Il souhaitait la lever, parce que le joueur était convaincant malgré le fait qu'il soit blessé très longuement. J'aurais aimé avoir son retour pour savoir si c'était toujours concret, si on pouvait penser qu'il pourrait du coup être transféré définitivement là-bas. Après, c'est un joueur pour moi qui est très intéressant dans un effectif. J'aime beaucoup les joueurs qui sont comme ça polyvalents. C'est toujours une solution sur le banc qui est très intéressante parce que du coup, quel que soit le souci sur le terrain, on a un joueur qui peut aller le remplacer, qui certes ne va pas briller, va pas être extraordinaire sur un poste, mais qui a la possibilité de couvrir beaucoup de postes. Donc j'aime beaucoup ce type de joueur. C'est toujours intéressant d'en avoir un dans l'effectif. La preuve, hein, les Allemands sont très intéressés par son profil. Maintenant, c'est sûr que l'AS Monaco, il était barré, peu de chances d'avoir beaucoup de temps de jeu. Il a voulu en chercher en Allemagne pour du coup se montrer, et du coup dans le cadre, à mon avis, d'un transfert l'année prochaine. Autre joueur sur lequel j'aurais aimé avoir beaucoup plus d'informations et j'en ai pas eu malheureusement, c'est Wilson Isidore. Il fait partie des deux joueurs qui ont vraiment une très très bonne saison, sur lequel j'ai un peu forcé pour essayer d'avoir des informations, surtout pour leur style de jeu, parce que vous pouvez le voir qu'il fait une très belle saison. À Bastia, il en a 11 buts, il est le deuxième meilleur buteur du national. Donc j'aurais voulu avoir un peu plus d'infos, savoir, parce que certes il y a déjà 3-4 pénaltys de mémoire qui sont marqués, donc savoir si ces buts comptent vraiment, quel style de jeu qu'il peut avoir. Parce que même nous, de côté Monaco, on l'a très peu vu jouer. On le verra sur un autre joueur tout à l'heure qui a des statistiques, il n'est pas forcément influent sur le jeu. Et du coup, j'aurais voulu avoir plus d'infos sur Wilson. Malheureusement, je n'en ai pas eu. Je suis pourtant même allé parler directement au CM du club Bastiais, qui m'avait un peu tagué sur quand Wilson avait été élu meilleur joueur du mois de janvier, de mémoire, ou février. Et j'ai pas eu de retour malheureusement. Donc je pourrais pas parler plus en détail sur son style de jeu. J'ai pu voir quelques vidéos sur ses buts. Forcément, vu qu'il marque pas mal de buts, il a été mis un peu en avant sur des vidéos, vu qu'en plus il a été élu joueur du mois. Un joueur qu'on peut voir très bon dans les contre-attaques, très rapide, bon dribbleur aussi, bonne finition de ce qu'on a pu voir sur ses buts, pas en mode renard des surfaces, mais plus un joueur explosif. On rappelle du coup qu'il a été, il est arrivé à Monaco en même temps que Diop, sauf que il a eu moins d'opportunités que Diop de pouvoir jouer sur la première saison, cantonné du coup à la CFA. Il avait ensuite prêté lui aussi en national, c'était au Stade Lavallois, où il avait fait une demi-saison assez intéressante, où il avait été utilisé 13 fois, surtout en tant que remplaçant. Très peu de statistiques, un but, une passe décisive. Il a donc retenté l'aventure en national. Et du coup, cette année, ça marche très bien. Le joueur est titulaire quand il n'a pas été quelquefois blessé, principalement en pointe de l'attaque. Après, sur le côté aussi, quelques matchs. Sachant que nous, à l'AS Monaco, on l'a connu sur les équipes, en CFA en tout cas, plus comme ailier. À Rennes aussi, de mémoire, c'est au poste qu'il évoluait régulièrement. Voilà, très bonne saison de sa part. Maintenant, pour l'avenir, pour moi, c'est un joueur, certes, qui fait une très bonne saison en national. La marche est très haute pour les LS Monaco et jouer en Ligue 1 et voire même jouer l'Europe l'année prochaine. Quand on voit que des joueurs comme Pellegrini ou Jovetic, voire même Goebbels, sont très peu dans le jeu et sont déjà, à mon avis, plus en avance que lui, ça va être compliqué pour lui de se faire une place à l'AS Monaco. Pour moi, ça doit passer par un autre prêt sur un niveau au-dessus. Donc ce serait bien qu'il puisse aller acquérir du temps de jeu directement en Ligue 2. Le Cercle de Bruges, pourquoi pas. Pour moi, ce serait plutôt en tant que doublure de remplaçant, parce que faut pas non plus penser que la Belgique, c'est le niveau de Ligue 2 français. Ce serait vraiment une très grosse erreur. Donc on voit que même les attaquants qu'on a pu prêter à Bruges ont eu du mal à s'imposer. Même un Cardona, qui pourtant brille en ce moment en Ligue 1, a eu du mal à s'imposer à Bruges. Il a souvent été remplaçant, pas eu un temps de jeu non plus de titulaire à chaque fois. Donc voilà, même après à Bruges, je serais peut-être un peu trop haut encore, il faudrait peut-être passer par des paliers. En tout cas, c'est un joueur qui est prometteur pour l'instant. Et c'est très bien de lui avoir trouvé du temps de jeu cette saison pour qu'il puisse s'aguerrir et puis progresser surtout, pour qu'on puisse compter sur lui dans quelques saisons. Un peu à l'image d'un Diop, du coup, qui avait fait des bons débuts, qui avait eu un peu du mal avec du coup son retour en CFA et fait une demi-saison assez bonne, non, quasiment une saison complète, qu'il avait été prêté en tant que joker médical au mois d'octobre à Sochaux pour revenir en pleine forme cette saison et nous faire la saison que fait Diop cette année. Georges, du coup, qui a été prêté la saison dernière et demie, puisque du coup c'était au Brésil et du coup il y a un décalage sur les championnats, qui avait été prêté et du coup qui avait fait une très très bonne saison, 29 matchs, un but, 4 passes décisives au Brésil. Vraiment un très bon prêt à Santos. J'étais même étonné de le voir revenir à l'AS Monaco. Pour moi, ce prêt a été concluant et qu'il y aurait dû être acheté. Parce que il y avait une option d'achat ou même qu'un autre club brésilien se penche sur son cas et le recrute.
vu qu'il semblait être assez content de son prêt lui aussi, qui lui avait même valu un appel en sélection, dans le cadre des sélections brésiliennes où on n'appelle que des joueurs qui sont en Amérique du Sud, certes, mais ça lui a valu en tout cas sa première sélection. Donc assez surpris de le voir revenir à l'AS Monaco après barré directement par Enrique qui venait juste de signer forcément. Ballo-Touré lui a été préféré ou du coup lui peut-être a voulu avoir un temps de jeu et peut-être se montrer en Europe pour aller signer dans un autre club. Du coup c'est du côté du FC Bâle qu'il a été prêté avec une option d'achat. L'aventure a pourtant bien démarré avec 5 titularisations quasiment tout de suite, une première passe décisive. Malheureusement, il a été assez rapidement blessé. Voilà. Il a enchaîné 4 matchs, une blessure qui l'a contraint de ne pas jouer pendant 4 matchs. Sur le match où il revient enfin, nouveau titulaire. Et là, c'est la rupture des ligaments croisés. Donc fin de saison complète pour lui. Assez triste du coup, parce que c'est un joueur du coup qui s'était vraiment bien mis en évidence, qui avait une bonne cote marchande après sa saison au Brésil, sur lequel on aurait pu essayer de le vendre. Malheureusement, on n'a pas dû réussir à le vendre. Après une saison où du coup il sort d'une grosse blessure comme ça, où à mon avis même à l'entame de la saison prochaine il ne sera pas disponible, c'est très long à revenir d'une rupture des ligaments croisés. Malheureusement il va rester à mon avis la saison prochaine à l'infirmerie de l'AS Monaco avant d'espérer peut-être à nouveau un prêt sur l'hiver prochain. Donc voilà, c'est un peu dommage pour lui, ça lui barre complètement sa carrière, mais bon voilà, c'est le problème des blessures, ça arrive malheureusement pour lui. On va retourner du côté de Bruges. J'ai parlé donc du deuxième joueur qui a été prêté, Harrison Marcelin, qui avait signé il y a un an de cela, depuis Auxerre, qui avait fait du coup 6 mois avec notre CFA. Cette saison, on a mis un peu du temps à le prêter. Il a été testé par Morono puis par Kovac pour voir vraiment où il se situait dans la hiérarchie. Après voilà, arrivée d'Issassi, Maripane qui était resté, Matsima qui était au-dessus de lui, du coup, et même Pavlovic. Forcément, ça commençait à être vraiment très très loin dans la hiérarchie, donc il a été choisi de le prêter, et tant mieux, parce que ça fait partie aussi des jeunes joueurs à fort potentiel qu'on a. Il fallait qu'ils prennent du temps de jeu, pas qu'ils revivent une saison en CFA après avoir du coup évolué comme en Ligue 2. Donc du coup, on a choisi de le prêter au Cercle de Bruges, et voilà, un prêt plutôt réussi lui aussi, 22 titularisations, très rarement absent, pour cause du coup de suspension, et les deux blessures, c'est à cause de Covid. Donc vraiment titulaire à chaque fois qu'il est disponible. Même 2 buts inscrits cette saison sur un joueur du coup que le Cercle de Bruges me dit comme un très bon défenseur avec une très bonne relance, un très très bon jeu de tête. Après son défaut est des fois de prendre trop de risques, de trop pousser le ballon, de trop monter avec, et d'avoir des pertes de balles qui ont coûté très cher au Cercle de Bruges. Malheureusement, personnellement ça me rappelle un peu le Badiachil qui est un très bon joueur avec une bonne relance et aussi un bon jeu de tête, on peut dire, un très bon défenseur, mais qui avait tendance du coup à faire des erreurs défensives qui nous coûtaient très cher. Donc j'ai l'impression de revoir ce type de joueur avec Marcelin. Donc un joueur pour moi qui reste encore assez loin dans la hiérarchie monégasque. Normalement, il y a peu de chances que ça bouge et ça évolue l'année prochaine. Peut-être un départ de Maripane ou alors d'un Badiachil s'il y a vraiment une offre extraordinaire, mais ça semble pas être vraiment l'optique des dirigeants monégasques à l'heure actuelle. Donc pour moi, il restera toujours au même niveau. Matsima nous fait vraiment très très bonne impression. On en parlera tout à l'heure. Pavlovic est un cran au-dessus de lui aussi. Donc pour moi, il va s'inscrire dans la lignée des joueurs qui sont prêtés 2 saisons au Cercle de Bruges. Il y en a eu pas mal. Cardona, Dormin, Giovanni aussi, Biancon. Je pense que Marcelin va être reprêté encore la saison prochaine pour s'aguerrir encore plus, avoir un peu plus de temps de jeu. Sachant que cette saison, j'en ai pas parlé avec Biancon, mais est très compliqué pour le Cercle de Bruges. Ils sont au fond du classement, sont 17e sur 18. Une saison où du coup défensivement c'est assez compliqué. Et voilà, les joueurs qui sont prêtés par l'AS Monaco sont poste défenseurs, donc forcément ils sont un peu directement impliqués. Donc voilà, il y a besoin aussi de progresser dans ce domaine-là. Du coup, on enchaîne sur un deuxième joueur. Même le troisième joueur du coup qui est prêté au Cercle de Bruges, du coup Moussaba, lui a été prêté assez rapidement, quasiment après la préparation, il a été envoyé à Bruges pour gagner du temps de jeu. Le joueur qui évoluait déjà aux Pays-Bas, cette fois a été testé en Belgique. Si très rapidement, il a fait voir de très très belles choses, avec rapidement des buts et des passes décisives. Le retour qu'on en a fait en tout cas est pas très bon. Statistiquement, certes, c'est bien, mais ses stats cachent vraiment son style de jeu. Un joueur qui n'est pas très collectif, très individualiste et qui fait pas forcément toujours les bons choix. Il y a beaucoup de progression à avoir sur ce joueur.
Faut qu'il travaille, il faut du coup qu'il joue bien plus collectif forcément et qu'il prenne de meilleures décisions, en tout cas dans ses choix. Beaucoup d'entêtement des fois à essayer de passer là où ce serait plus simple de faire une passe. Voilà, c'est le retour qu'on a pu en avoir. À côté de ça, ça reste un joueur qui est très très utilisé. C'est le joueur qui a le plus de matchs, avec 30 matchs déjà, ce qui est pas mal. Un temps de jeu qui a dépassé les 2000 minutes aussi, voilà, c'est pas mal. C'est le deuxième joueur qui a eu le plus de temps de jeu. C'est aussi le deuxième joueur avec les meilleures statistiques. Après, forcément, Wilson, Isidore. Mais comme on l'a dit, c'est des stats qui cachent un peu malheureusement son style de jeu. D'ailleurs, ça fait quelques matchs où du coup, depuis qu'il y a le changement de coach, il joue moins, beaucoup plus sur le banc, beaucoup plus de rentrée en jeu que de titularisation qu'il a pu avoir en début de saison. Intéressant aussi à noter que c'est un joueur qui est très polyvalent, il peut jouer sur tout le front de l'attaque, comme on peut le voir sur les statistiques qu'il a à l'heure actuelle. Euh, on enchaîne du coup par Henri Onyekuru qui effectue son troisième retour à Galatasaray, le joueur qui pleure pour y aller régulièrement et du coup qui a retrouvé ce club il y a seulement quelques mois. Après un début de saison toujours compliqué à l'AS Monaco. Assez incompréhensible le joueur puisque du coup chaque saison il débute avec l'AS Monaco, il est titularisé, il a du temps de jeu, il est performant aussi parce qu'il a des statistiques avec l'AS Monaco et pourtant très rapidement du coup il disparaît, il est complètement hors groupe, on n'arrive même pas trop à savoir pourquoi, ça ne vient même pas d'un choix du coach parce que du coup il a eu Jardim, il a eu Moreno, il a eu la Kovac et à chaque fois c'est le même scénario. Le joueur disparaît complètement, donc je ne sais pas quel est vraiment le souci avec ce joueur là. Et du coup, à chaque fois la porte de sortie a été Galatasaray. La saison dernière il avait déjà été prêté là-bas, avait pas forcément eu fait une grande saison avec 12 matchs joués en 6 mois bien sûr, un but, deux passes décisives. Là ça a été beaucoup plus concluant très très rapidement avec le club turc. Il arrivait à eu des débuts fracassants en étant déjà double buteur dès son entrée en jeu, parce qu'il n'est même pas titulaire, il rentre en jeu, il inscrit un doublé. C'est 3 buts, 2 passes décisives sur ses 4 premiers matchs. Depuis, c'est beaucoup plus calme. Il a déjà joué 11 matchs, mais du coup, il a fait un doublé il y a 15 jours. Mais sinon, voilà, pas d'autres statistiques à apporter. Un joueur du coup qui joue ailier, très très bon contre-attaque, très rapide certes. Voilà, le joueur, on l'a vu évoluer. Après, son avenir ne semble pas du tout à l'AS Monaco. On a pu le voir à chaque fois, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas trop à savoir pourquoi. Il est après avec option d'achat. On se doute très très fortement que cette fois-ci elle va être levée par le club turc. Je pense que ça va être la fin de l'aventure monégasque. Sinon, ça va refaire la même chose. On va le revoir l'année prochaine sur les débuts de match en Ligue 1 avant de complètement disparaître pour des raisons complètement obscures. On avance du coup avec le dernier joueur et pas l'un des moindres prêté à Bruges, donc le joueur Pavlovic, qui a été prêté très très tardivement, parce que du coup il a été fait le choix de le garder pour qu'il fasse le cinquième défenseur central de l'AS Monaco, du coup qui n'a pas du tout été utilisé. On le voit seulement sur un match de mémoire contre Nantes où il effectue une rentrée sur le temps additionnel, donc il a à peine une minute crédité avec l'AS Monaco. Du coup, il a été choisi cet hiver de le prêter à Bruges, et tant mieux, parce que du coup, c'était quand même un joueur sur lequel moi j'ai beaucoup d'espoir. C'est un joueur qui était titulaire dans son ancien club, où il jouait même l'Europa League. Un joueur qui est international, qui est encore appelé même quand il était remplaçant simplement à l'AS Monaco. Un joueur qui est arrivé à Bruges et tout de suite a fait sentir la différence. Pas parce que du coup il a marqué un but très très rapidement, mais parce que les résultats depuis qu'il est arrivé sont largement meilleurs. Là où le club brugeois était au fond du classement et était très très proche du coup de cette dernière place. Il faut savoir que du coup en Belgique c'est le dernier qui est relégué, voire même qui joue un barrage avant d'être relégué. Voilà, c'est très compliqué d'être relégué en Belgique. Mais du coup, voilà, depuis qu'il est arrivé, le club va mieux, a réussi à enchaîner quelques bons résultats qui leur permettent de souffler un peu. Ils sont maintenant à 4 points du dernier, ce qui est beaucoup plus favorable pour eux. Titulaire quasiment indiscutable depuis qu'il est arrivé, il a été mis au repos uniquement quand il y a eu des enchaînements de matchs tous les 3 jours avec les matchs de coupe, où là, du coup il n'a pas joué. Sinon, voilà, il a été titulaire quasiment à chaque fois. Pour le responsable du compte Twitter du Cercle Bruges FR, c'est pour lui le meilleur joueur qu'on a prêté cette saison. Vraiment une très très belle impression, un très très bon défenseur, très bon dans les duels, très bon au jeu de tête, une très très belle relance aussi, vraiment très satisfait de son arrivée, avec une très bonne marge de progression. Et ça fait plaisir en tout cas, parce que c'est un joueur sur lequel moi je comptais. J'avoue qu'on avait fait le Fantasy Mercato avec Radio Diagonale, c'est un joueur sur lequel je comptais, même en titulaire, parce que j'avais beaucoup apprécié les vidéos qu'on avait pu avoir de lui
de la saison d'avant quand il avait signé, puisqu'on l'avait reprêté 6 mois après à son club. Je pense que c'est un très très bon joueur sur lequel on va pouvoir compter. Alors pour l'instant, il est derrière forcément dans la hiérarchie d'Edi Sassi, Badiachil et de Maripan, mais je pense que voilà, l'année prochaine, on pourra compter sur lui comme doublure. Autre joueur du coup portugais prêté sur lequel avec qui j'ai pu discuter avec Amaury Goncalves, Pelé, qui avait effectué pour moi déjà 2 très bons prêts en première ligue, qui avait été prêté à Nottingham et à Reading. Et à chaque fois, c'était 2 très belles saisons. J'étais un peu surpris de voir qu'il n'était pas recruté par les clubs anglais, puisque du coup, il était assez compatible. Il fait toujours des saisons très très pleines, très très bonnes, toujours de très bons retours de la part des supporters de ces clubs-là. Et pourtant, il était de retour à l'AS Monaco et du coup, il est reparti en prêt. Cette fois avec une option d'achat directement à Rio Ave, le club duquel il est originaire, auquel on l'a acheté. Amaury Goncalves me disait que c'était vraiment l'un des meilleurs joueurs cette saison, complètement titulaire indiscutable et un des meilleurs joueurs sur le terrain. Il effectue une très très belle saison en tant que sentinelle devant la défense, auteur de 2 buts même cette saison. Donc vraiment un très très bon joueur. Après, malheureusement, les finances de Réavienne ne leur permettront pas forcément de lever l'option d'achat. On n'a pas d'infos sur le montant, mais il ne faudrait pas qu'elle soit très très haute si le club portugais veut le recruter. En tout cas, ils aimeraient bien le recruter, ça c'est sûr, et continuer l'aventure avec lui. Restera à voir du coup le montant que va en demander l'AS Monaco. C'est un joueur sur lequel on pourrait peut-être compter la saison prochaine. En tout cas, ça laisse d'être plus intéressant qu'un Fiorentino qui est complètement invisible et qui n'est pas du tout utilisé. Il sort d'une très très bonne saison avec Rio Ave, donc ce serait l'occasion soit de l'utiliser comme doublure d'un Fofana ou d'un Chouamini, soit du coup de profiter qu'il a enchaîné ces 3 bonnes saisons en prêt, du coup pour le vendre et essayer de récupérer un peu d'argent sur lui. Autre joueur dont le transfert a été un peu incompréhensible, le jeune gardien Pereira, donc qui a aucun temps de jeu en fait à l'AS Monaco, parce qu'il évolue uniquement avec la CFA, quelques présences dans les bancs monégasques ou même plutôt en tribune, je crois, parce qu'il était appelé dans les groupes, mais du coup il a fini en tribune à chaque fois. Du coup, il a été prêté avec option d'achat au club de la Lazio. Donc, c'est un choix qui a pu surprendre. Du coup, j'ai posé des questions au gérant là aussi du club Twitter de Lazio FR. Du coup, il me disait que les finances de Lazio ne permettent pas de prendre trop de risques. Ils ont eu beaucoup de transferts qui ont été très très mal réfléchis ces dernières années. Donc, du coup, ils font très attention à leurs finances. Donc, ils préfèrent se faire prêter un jeune prospect pour le tester et voir du coup s'ils souhaitent le conserver par la suite. Et c'est pour ça du coup qu'il y a ce montage un peu particulier où on a prêté un joueur qui avait aucun temps de jeu à l'AS Monaco, qu'on l'a prêté pour l'équipe U19 de la Lazio. Donc on peut voir le prêt pas très confiant, parce que du coup il a très très peu de temps de jeu, seulement 3 matchs effectués et son premier match est 6 buts ou 7 buts encaissés, donc assez compliqué. Le joueur en plus est barré par le jeune, je trouve son nom, Furlan Neto, du coup qui a signé un contrat pro avec la Lazio, le jeune gardien, et donc du coup qui est le titulaire de l'équipe U19. A noter du coup qu'il se retrouve maintenant sur le banc de l'équipe pro avec la Lazio. Du coup, il est appelé avec le groupe pro. Après, ce n'est pas forcément dû à son niveau, c'est du fait qu'il y a énormément de rotation sur le banc de la Lazio. J'ai compté, il y a déjà 5 gardiens qui sont succédés à ce poste-là. Voilà, donc peu de chances de le voir encore jouer cette saison. Du coup, s'il reste avec les pros, encore moins de chances de jouer que s'il était avec les U19. Sur le peu de matchs qu'il a effectué, du coup, le retour que j'ai pu avoir, que c'était un gardien très moderne, athlétique, avec un très très bon jeu de pied. Voilà. Le deuxième joueur sur lequel j'aurais voulu avoir des retours, j'ai écrit à des fans de Livingstone et même au compte Twitter de ce club, j'ai pas réussi du tout à avoir de retour. C'est vraiment très dommage que Serrano fait une très très bonne saison là-bas. 31 matchs, le joueur qui a le plus joué de matchs, un peu plus facile forcément vu qu'en Écosse il y a énormément de matchs à jouer entre le championnat et la coupe. Un joueur qui est complètement titulaire au poste de latéral gauche, qui effectue une très très bonne saison, alors que la saison dernière il avait été prêté du coup au Cercle de Bruges avec une demi-saison où il n'avait pas effectué beaucoup de matchs, 7 matchs seulement, donc du coup il avait demandé à être prêté à un autre club. Il est allé à Béziers lui aussi en national où il avait joué. Il a par contre beaucoup plus de matchs sur la fin de saison. Donc il évolue en national et pourtant il allait se faire prêter en Écosse dans un club de première division d'Écosse. Donc vraiment
un gap qui est assez important passé et ça lui a réussi parce que du coup il est complètement titulaire indiscutable, très très bon joueur qui fait une très bonne saison. Il avait commencé très fort en inscrivant 4 passes décisives très très rapidement, un peu moins en réussite sur les derniers matchs, mais ça reste comme un des joueurs qui est les plus prolifiques cette saison avec un but et 6 passes décisives. C'est le meilleur passeur décisif de tous les joueurs qu'on a prêtés. À noter du coup cette saison, son club est 5e en championnat et sont allés jusqu'en finale de la Cup, match qu'ils ont perdu, dommage 1-0. Donc du coup il aurait pu même repartir avec un titre de son prêt. Euh, Pas d'option d'achat. Maintenant, je pense que c'est pas un joueur forcément sur lequel compte l'AS Monaco. Je pense qu'ils vont profiter du fait qu'il soit bien mis en valeur. Je pense que les recruteurs anglais en plus ont l'opportunité de le voir évoluer. Donc du coup, il y a des chances qu'il ait des opportunités en Angleterre. Je pense qu'après une très bonne saison comme celle-ci, il n'a pas envie d'être la doublure d'Enrique la saison prochaine et qu'il a envie de continuer une aventure où il va être titulaire. Après, vu la saison qu'il fait, c'est vrai que ça pourrait être une très belle opportunité pour un jeune joueur de Monaco d'être une doublure pour nous. Surtout dans le cadre d'avoir des joueurs formés au club pour les listes européennes. Hein. C'est toujours bien d'avoir des jeunes joueurs qui ont la capacité d'être titulaires et pas des joueurs qui font juste le nombre sur les feuilles des Coupes d'Europe. Maintenant, je pense fortement qu'il sera vendu l'année prochaine. Voilà. Et on va finir du coup par le dernier joueur, et pas l'un des moindres près, puisque du coup, Arthur Zagré a une ligne complètement blanche de statistiques. Le joueur n'a absolument pas joué un seul match, ni avec le groupe pro, ni avec la CFA, rien du tout. C'est un joueur qui est prêté pendant 2 saisons, avec option d'achat en plus à Dijon, qui vit une saison catastrophique, puisqu'ils sont actuellement dernier de la Ligue 1 et avec très peu de chances de remonter jusqu'à la place de barragiste. Du coup, j'ai demandé à Belguld d'avoir un peu plus d'informations sur ce prêt. Déjà, pourquoi ce prêt et pourquoi le joueur ne joue absolument pas. Quelles sont les raisons de cet échec, tout simplement. Il m'a expliqué du coup que c'est un montage d'agent qui a absolument cherché une porte de sortie pour Zagreb pour lui trouver un autre club parce qu'il savait que ce serait complètement barré à l'AS Monaco. Du coup, il a fait marcher ses relations avec Loulin Douya qui était à Dijon, du coup, qui ont arrangé ce transfert. Malheureusement, c'était absolument pas un prêt qui était voulu par Linares, le coach de Dijon, du coup, qui a assez rapidement dit en conférence de presse que Zagré n'était pas prêt, qu'il était encore pour lui en post-formation, qu'il n'avait absolument pas le niveau physique pour évoluer en Ligue 1. Et de ce fait, Zagré, comme vous pouvez le voir, est cantonné au banc quand il n'est pas hors groupe en plus. Donc assez dommage pour nous de voir qu'un jeune joueur comme ça n'a pas du tout de temps de jeu. Du coup, qui est cantonné en plus au banc, donc il ne joue même pas avec l'équipe réserve pour au moins avoir du temps de jeu et un peu progresser. Du coup, là, c'est vraiment un très gros flop, ce transfert. Ce sont un joueur pour lesquels on avait quand même de l'espoir. Maintenant, il y a 2 saisons de prêt et on se dit ça va être en Ligue 2 l'année prochaine pour Dijon. Peut-être qu'il aura l'opportunité de jouer. Je pense pas malheureusement, tout simplement parce que c'est un joueur qui a été formé, qui a signé son premier contrat au PSG. Ensuite, il a signé à l'AS Monaco, donc il doit avoir un contrat assez élevé pour un jeune joueur. Même si une bonne partie du salaire doit être payé par l'AS Monaco, pour les finances de Dijon qui va être en Ligue 2, ça va être très compliqué d'avoir un joueur sur lequel ils compteront peut-être même pas forcément comme titulaire. Donc pour moi, ça reste compliqué. L'option d'achat, je pense qu'on n'en parlera même pas. Elle sera absolument pas levée. Donc je pense que ça va être un retour à l'AS Monaco pour un prêt. À noter qu'il y a eu un changement d'entraîneur à l'AS Monaco quand Linares a été démis de ses fonctions. Du coup, Jobard, c'était l'entraîneur adjoint. Et du coup, c'était toujours le même discours. Et donc, Zagreb n'a pas eu plus de chance que ça. En tout cas, voilà en tout cas pour l'ensemble des joueurs prêtés par l'AS Monaco, en espérant que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Il y a quand même 40 minutes à parler des joueurs prêtés. C'est vrai qu'il y a 17 joueurs et en cours on s'en sort bien parce que les autres saisons c'était plus vers les 25 joueurs en prêt. Il y a eu un gros écrémage, en tout cas on l'a vu cet été sur tous les joueurs qui avaient des contrats à l'AS Monaco, donc forcément on en a moins à prêter. C'est pas plus mal. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits commentaires dans la vidéo. En tout cas, ça me poussera du coup à refaire cette vidéo à la fin de la saison pour pouvoir parler cette fois-ci du bilan final des joueurs quels ont été, savoir vraiment si ça a pu un peu évoluer, s'il y a eu plus de joueurs qui ont leur chance à l'AS Monaco. Comme on peut le voir, il n'y en a quand même pas beaucoup qui l'année prochaine pourront apporter quelque chose à l'AS Monaco. Du coup, des joueurs qui seront déjà barrés par des joueurs en poste qui sont déjà largement à un autre niveau. Et donc du coup, ça va se repartir sur des nouveaux prêts. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui m'ont suivi, pour ceux qui m'ont follow pendant cette vidéo, tous ceux qui me
me suivent aussi, qui sont abonnés à ma chaîne sur Twitch et sur YouTube. Ça me fait très plaisir. En tout cas, ça me pousse à donner des contenus comme ça, complètement différents de ce que je peux faire et à trouver d'autres idées. En tout cas, merci à vous et à très vite.